Bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Radio Coast City. Aujourd'hui, un sujet un petit peu différent puisque on va vous proposer tout simplement une conférence que nous avons réalisée lors de Angers Geek Festival 2025. Nous y étions durant tout le week-end pour proposer donc deux conférences et l'une de ces deux conférences était celle-ci, 10 super-héros qui ont retourné leur cap. Alors, avant ça, on va vraiment parler de super-héros qui ont retourné leur cap, c'est-à-dire des choix qui sont pour le moins évidents. On n'a pas pris en compte, on a enlevé du classement les décisions qui étaient plus ou moins discutables, ou alors les décisions qui ont été prises, mais parce que le personnage s'est fait manipuler, entre guillemets, parce qu'il pensait bien faire, parce qu'on va dire qu'il aurait réagi différemment dans un autre contexte. Ça, du coup, ça n'a pas été pris en compte. Et on vous a également proposé quelques noms où on s'est quand même posé la question de est-ce qu'il faudrait le mettre ou non, mais finalement qu'on n'a pas mis dans le classement pour se concentrer sur 10 autres personnages. Euh, Au niveau des... hop, L'édition attends, discutable. ouais, oui, il est après. Au niveau des décisions un peu discutables, on va parler déjà d'Identity Crisis. Alors là, cette fois, c'est pas juste un super-héros qui aurait retourné sa cape, c'est tous les super-héros. Non, les versions Terre parallèle sont pas pris en compte, sinon on Ouais. finit plus Mac, effectivement. Là, on C'était trop part du facile. principe que des... Ouais, voilà. Sinon, on aurait pu en faire 100. Donc pour Identity Crisis, pour rappel, tout tourne autour du Dr Light, un super vilain qui était jusque-là un super vilain de seconde zone. En fait, il est surtout connu grâce à cette histoire-là. C'est cette histoire-là qui va lui donner une sorte d'aura, clairement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concernant ce super vilain? En fait, il s'en est pris, comme vous pouvez le voir à l'image de gauche, à Sue Debney. Et même si c'est pas forcément évident, bon, si vous lisez entre les lignes, il est plutôt évident qu'il lui fait des choses sans son consentement. C'est assez évident, je dirais Euh, même quand même. c'est plutôt évident, Ça mais dépend de l'âge qu'on a, mais voilà. Euh, et du coup, en fait, par rapport à ça, le problème, c'est que la Justice League, en tout cas plusieurs membres de la Justice League, partent du principe que Dr. Light devient assez inarrêtable. En fait, ils ne savent pas comment l'encadrer et ils savent que si ils se contentent de l'arrêter et de l'enfermer, ça ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne s'échappe et surtout qu'il ne recommence, qu'il est trop instable, trop dangereux pour se contenter de faire ça comme ils le font avec tant d'autres super vilains. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Du coup, ils vont partir du principe que le mieux pour mettre fin à ces agissements, c'est de rentrer dans sa tête et de modifier un tout petit peu sa personnalité pour être encore une fois sûr qu'il ne recommencera pas. Sauf que Batman découvre le poteau rose, il va s'en prendre aux membres de la Justice League qui vont mal agir selon lui, et les membres de la Justice League vont également intervenir sur Batman et lui effacer cette petite partie de la mémoire pour qu'il ne se souvienne plus de ce qu'il vient de découvrir. Du coup, par rapport à ça, choix discutable, oui ou non, ça je vous laisse décider. alors, je vais quand même dire parce Là, que Matt sur le oui. chat a réagi quand on dit l'addition discutable. Ce qui est discutable, c'est pas ce que Dr. Light a fait, c'est la réaction des héros parce que il y a rien de discutable dans ce qu'a fait Ah oui, Dr. bien Light. sûr. Voilà, voilà, je Ah oui, non, préfère. mais j'ai pas dit ça quand même, rassure-moi. Non, non, mais ça pourrait. En fait, quand on dit on Ah, va parler j'ai eu peur. parce qu'en fait, l'intro c'était on va parler d'édition discutable et on enchaîne c'est sur le cas du Dr. Light et de Sue. Ah! Donc Ah voilà, non, mais bon, avant de parler du discutable, je suis bien obligé d'expliquer la situation. voilà, mais c'était plus voilà la réaction des héros. Est-ce que c'est vraiment ok pour eux de altérer la personnalité de quelqu'un, quoi? Bah voilà, c'est ça le débat. En fait, sur le fond, pourquoi ils font ça, le pourquoi ils font ça, la décision reste entre guillemets du côté du bien. Mais le comment ils le font, non. Un super-héros n'a pas à rentrer dans la tête des gens, à modifier la façon de penser des gens. Ce n'est absolument pas une méthode de super-héros. Ce n'est pas bien. Fondamentalement, ce n'est pas bien. Et du coup, vous avez ici une décision assez discutable, en tout cas selon nous. Même chose du côté de Wonder Woman, donc à peu près le même principe, un bon fond, mais une décision qui n'en reste pas moins mauvaise
Donc là, c'est le cas dans une histoire qui est quand même également assez connue. Donc Superman est contrôlé par Maxwell Lord. Il n'arrive pas à l'arrêter. Vous le savez, hein, Superman, il est déjà bah, le laisser agir, non. Mais l'enfermer, tout simplement, Mac, comme tous les autres super vilains. J'ai pas dit qu'il fallait le laisser partir. Hem, Bah, après, c'est une question ouverte, hein. C'est l'intérêt du Donc film. je disais, donc Superman, déjà en tant que gentil, il est difficilement arrêtable, mais en tant que méchant, je pense que vous vous en doutez, c'est d'autant plus difficile. Et là, il est contrôlé par Maxwell Lord. Donc Wonder Woman utilise son lasso de vérité sur lui pour savoir ce qu'il faut faire pour arrêter Superman. Et bah, visiblement, il n'y a qu'une seule solution pour l'arrêter, c'est de tuer Maxwell Lord. Et Wonder Woman, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise la nuque de Maxwell Lord, ce qui brise, entre guillemets, l'enchantement, le contrôle mental sur Superman. Encore une fois, ici, si elle fait ça, c'est pour comment on dit, le greater good, c'est tuer une personne pour en sauver des milliers d'autres. Mais bah, elle a quand même passé la limite, celle que les super-héros ne doivent jamais franchir. Un super-héros ne change pas la façon de penser des gens, ne rentre pas dans la tête des gens pour s'immiscer dans leurs pensées, pour leur modifier leur façon d'être, et il tue pas des gens. Ce sont des règles d'or de, de la, de la façon de faire des super-héros. Et là, du coup, elle a passé la fameuse limite. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que du coup, même si encore une fois, elle s'est sentie coincée, et encore une fois, on peut se poser la question du est-ce qu'il fallait le faire ou non. Beaucoup de super-héros de la communauté, du coup, vont tourner le dos à Wonder Woman suite à ça. Bah, un cas évidemment qui est quand même aujourd'hui beaucoup plus connu, c'est celui d'Omni-Man. Voilà, tout simplement un retournement de situation que maintenant pas mal de gens connaissent. Euh, on l'a pas mis parce que, bah, évidemment, À leur début, Matt, ça veut dire il y a 85 ans, quoi. oui, oui. Omni-Man, voilà, on l'apprend assez vite, est en fait un agent double, loyal en réalité à l'empire de Viltrum, 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 des Viltrumites. Euh, donc voilà, il a jamais été vraiment bon, même s'il a fait des bonnes actions, etc. C'était avec un, un motif, un objectif lui beaucoup plus funeste. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de retournement où c'est juste, ben en fait on dévoile la supercherie plus qu'il y a vraiment un changement dans les gens ou ce genre de choses. Mais voilà, on l'a quand même mis dans les mentions parce que bah, c'est quand même euh, ce genre de twist là, il y en a quand même assez peu qui ont réussi à parvenir auprès du grand public et avec la série animée, voilà, c'était un peu compliqué Bah, de passer outre. c'était un agent double dès le début, du coup, ça ne compte pas, mais c'était Voilà. tellement extraordinaire Mhm. c'était difficile de pas le mentionner. Tu t'es fait. Là aussi, un peu pour les mêmes raisons, ça avait fait énormément de bruit à l'époque où les événements s'étaient déroulés dans les comics. On a voilà le fameux panel où Captain America nous sort un magnifique Hail Hydra, tout simplement. Euh, et ça a été parodié et parodié et parodié sur Internet avec plein de mèmes. Voilà, on a Mario qui dit Hail Bowser ou Batman qui dit j'ai tué mes parents, ce genre de choses. Daredevil qui dit que en fait je suis pas aveugle, ce genre de choses, Que depuis évidemment. le début, il pouvait voir. Voilà, voilà. Et puis Aang qui en fait c'est lui qui a tué les nomades de l'air, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose qui, évidemment, grâce au film, au MCU, ont quand même pas mal pris en ampleur parce que voilà, le personnage à l'époque avait pris quand même beaucoup plus de popularité avec les films. Je crois que c'est durant l'événement Secret Empire qui date de Yes. 2015-2016. Donc c'est vraiment pendant la période entre The Winter Soldier et Civil War en termes de films. Donc vraiment le personnage est très très populaire. Ça a été repris aussi par la suite par le MCU lui-même dans Avengers Dans une Endgame scène où énorme. voilà il esquive la scène de combat dans l'ascenseur à la Winter Soldier en indiquant à Sitwell que c'est lui aussi un agent double d'Hydra, voilà en claquant le Hail Hydra et en nous faisant une petite référence. Euh, mais voilà, C'était énorme. en réalité le personnage n'est pas le vrai Captain America, c'est un Steve Rogers d'une terre parallèle
créé par un cube cosmique doué de conscience. Enfin, c'est un mec. Enfin bon, c'est assez particulier. C'est voilà les trucs très compliqués que seuls les comics ont le secret euh, dans ce genre de cas. Donc voilà, voilà, là aussi ça a fait beaucoup parler. Ah, si il y a Super Mario et Hank, c'est parce que c'était des dérivés du panel de l'histoire en question. Voilà, où c'était vraiment pour les gens qui comprennent pas les comics, tu mets voilà Oui, Mac, carrément. si tu mets un pour les gens qui connaissent pas les comics, oui, tu mets un panneau où t'as Mario qui dit oh ben Hail Bowser, t'as vite compris quel était le choc pour les gens, même s'ils connaissent pas les comics quoi. Et Superman, voilà, on n'a pas mis Superman parce que Superman à de multiples reprises est passé du côté obscur. On Je adore le pense que ça faire. se voit sur les images, mine de rien. Voilà, Représentative. on adore le faire changer d'allégeance, que ce soit pour les nazis, pour les soviétiques, pour Darkseid, pour lui-même dans Injustice. Voilà, Injustice représente un petit peu voilà, le symbole de, on fait des Superman méchants parce que c'est trop cool, etc. Mais c'est rarement le vrai Superman, c'est même quasiment jamais le vrai Superman, ou alors c'est un contrôle mental ou quoi que ce soit. Donc c'est jamais vraiment purement un changement d'allégeance, c'est vraiment des scénarios de multivers, etc., etc. Donc voilà. Mais là aussi, c'est tellement présent qu'on se fait mal de le mettre. Et voilà. Et puis, bon, c'est vrai que ça rend classe, hein. Le Superman version Darkseid là en noir et rouge, c'est stylé, mais voilà quoi. Voilà. Je l'avais déjà dit lors de la conférence, ça fait très Sangoku. Ça fait Super Saiyan. C'est J'adore. vrai avec la cape qui. Yes. Tout à fait. Bon, maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons de ces 10 super-héros qui ont retourné leur cap. Je vais commencer très facilement avec Jason Todd, un personnage qui est mort dans les comics et qui est revenu à la vie. Alors là, vous allez me dire, oh bah tiens, comme c'est extraordinaire, dis donc. Euh, il est resté mort quand même pas mal de temps, hein, mine de rien. C'est assez rare qu'on reste mort aussi longtemps. Donc Jason Todd, mort en 1988 dans Death in the Family. Donc pour le petit rappel, hein, DC Comics ne savait pas vraiment quoi faire sur le personnage et il trouvait que son intérêt était assez relatif. Du coup, ils avaient demandé aux fans si oui ou non, à l'issue de cet arc, le personnage devait mourir. Donc pour ça, il y a un numéro de téléphone qui avait été mis en place. Et c'était très serré, mais finalement, c'est la mort de Jason Todd qui a été validée. C'est la mort qui l'a remporté. Donc à la fin Un peu de choses de près, hein. l'arc, il se fait éclater à coups de baramine, il y a une explosion et Jason Todd meurt. Tout du moins, il meurt pendant 17 ans puisqu'il revient en 2005 avec l'arc Under de Red Hood. Donc Red Hood qui est aussi un clin d'œil en fait, hein. C'était l'ancien nom du Joker, en tout cas selon certaines continuités, notamment dans la continuité Killing Joke. Sauf que Red Hood, normalement, c'est tout simplement une cagoule rouge, tandis que là, il se pointe vraiment en mode casque de moto. Et il revient du mauvais côté. Il prend la tête de la pègre. Et en plus, il ne change strictement rien aux règles qui sont en place. Il prend tout simplement un pourcentage de tout ce qui est fait au sein de Gotham. Il ne rajoute qu'une seule règle, c'est vous continuez à faire tout ce que vous voulez, les massacres, le vol de drogue, etc. Par contre, vous vous approchez pas des enfants, pas de drogue aux enfants, vous approchez pas des écoles. C'est la seule chose qu'il a mis en place, en plus de lui donner donc un certain pourcentage. Donc, un statut de super vilain qu'il va conserver pas très très longtemps au final, hein, surtout dans cette histoire. Mais après la confrontation finale, notamment avec le Joker et Batman, il va plus basculer donc de super-héros à super-vilain à anti-héros. Mais en tout cas, à ce moment-là, il était clairement du mauvais côté. Bah, Matt, si t'es en capacité d'appeler en 88 aux États-Unis, on sait pour quelle option tu aurais voté, hein. Voilà. Après, j'avoue, je lisais pas les comics à l'époque, donc je n'étais pas né, tout simplement. Deuxième super-héros, je l'ai mis tout de suite après parce que bah, finalement, il a une histoire assez similaire, hein. Lui aussi, c'était un sidekick. Donc cette fois, c'était l'ancien bras droit de Captain America, tout comme Robin était l'ancien bras droit de Batman. Donc lui aussi, il est resté mort pendant très 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 longtemps. Lui, il est mort lors d'une explosion d'un avion au-dessus de l'Atlantique, pardon. Son corps va rester
Enfin, il va être porté disparu pendant très, très, très longtemps et en fait, il faut attendre 2005, donc à quelques mois près, en même temps que Red Hood, hein, au final. Il faut attendre donc 2005 pour que Ed Brubaker fasse revenir le personnage en tant que Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver. Là-dessus, tu as aussi tout un peu comme, bah, le version DC Comics avec Red Est-ce que c'est vraiment lui ou non? Est-ce que Bucky est vraiment, de retour? Tout ça, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien mis en place. De manière générale, ne réfléchissez pas trop dès lors que Ed Brubaker est sur du Captain America, c'est vraiment très bon. Donc, ce récit, le Soldat d'hiver est vraiment très bon, mais en plus, du coup, ce côté, Bucky Barnes, lorsqu'il revient, il revient cette fois encore du mauvais côté, c'est seulement après qu'il devient plus une sorte d'anti-héros, comme on peut le voir actuellement, notamment à travers la série Thunderbolt. Hmm. Je me souviens plus pour quelle raison il avait été ramené à la vie, Bucky Barnes. Enfin, comment il avait été ramené à la vie. Qui donc? Bucky, comment il avait été ramené à la vie, ça je m'en souviens pas. Je crois qu'ils avaient juste, ils disent juste qu'ils avaient retrouvé son corps et qu'ils lui avaient lavé le cerveau pour en faire D'accord, un ok. tueur implacable. Ok. Ouais, parce que je me souviens que Red Hood, c'était Superboy Prime qui avait tapé la réalité trop fort et qui avait ressuscité Jason Todd. Voilà, donc Putain, c'est moi, pour ça. quand je tape trop fort, à la limite, Tu te pètes la main, quoi. je peux faire une petite bonne dans un meuble, à la limite, mais je casse pas une réalité, quoi. Non, mais non, on n'a pas les mêmes. Ouais, non. C'est pas la même, hein. Non, non. Ouais, peut-être pas Crâne Rouge, c'est pas impossible. Ensuite, on voulait mettre un petit peu quand même, un petit peu d'indé dans le tas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Marvel DC, évidemment, avec des personnages qui ont des longues histoires. C'est là où on a les retournements d'allégeance les plus connus, donc c'est souvent les personnages qui existent depuis très longtemps qui ont ces moments marquants-là. Mais on voulait quand même mettre un petit peu d'indé. Et je pense que selon moi, le plutonien est l'un des cas les plus pertinents dans ce genre dans ce genre d'histoire, qui est comme d'habitude un petit peu une comparaison, une métaphore, un analogue de Superman euh, dans leur réalité, voilà, à eux, qui voilà un jour a juste pété un câble et commence à décimer tous ses collègues et à régner sur la planète. Et on passe, voilà, tout le récit est vraiment axé sur comment vivre avec cette menace-là. Et c'est vraiment quelque chose que le titre fait très bien. C'est vraiment mettre en scène l'horreur, la menace, le stress créé par ce genre de situation en fait. Et vraiment les représentations du plutonien sont vraiment toujours assez froides, assez psychotiques, ouais, c'est terrifiante, tout simplement. Il y a un côté assez nonchalant parfois où on sent qu'il pourrait juste te casser en deux juste en balayant un petit peu sa main sans forcément trop forcer. Donc voilà, c'est Alors, juste vraiment pour répondre du coup, parce qu'il y a les questions qui s'enchaînent. Alors, Plutonien, oui, je suis d'accord, le nom, ça fait un peu ça fait années nanar. 80-90, mais c'est le nom du personnage, hein, c'est pas le nom de la série. Le nom de la série, c'est en français Irrécupérable, et c'est plutôt bien, Matt. Clairement, c'est une lecture très sympa. Oui, oui, oui. Alors, oui, oui, c'est du Mark Waid, hein, donc c'est rarement mauvais, hein, donc là c'est quand même assez divertissant. Et c'est vraiment un titre qui vraiment explore ça à fond. Et en même temps de voir les événements du présent, où on a un peu des gens qui essaient de résister, etc. On a également des flashbacks sur le pourquoi du comment, pourquoi il a pété un Ah câble. non, mais c'était une vanne foireuse en fait. Plutonien, plutôt bien, plutôt moyen. Oh la vache, la vache, la J'ai vache. rien dit, mais ouais. Bon, c'est pas Ouf. grave. On est fatigué, moi je suis malade. Ouf. Ah mais la vanne, elle aide pas beaucoup, hein. Oh, tout de suite, ça tire à balles réelles. Euh, non mais voilà, voilà comme le dit Matt, Mark Waid c'est rarement mauvais. Et voilà, on a aussi voilà dans les flashbacks, on a les raisons de pourquoi il est devenu méchant. Et c'est pas, c'est une raison qui est à la fois assez simple, mais qu'on voit enfin rarement, qu'on voit moins souvent que juste une énorme tragédie à la Injustice ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un développement intéressant. Et il y a aussi le spin-off de Irrécupérable qui s'appelle Incorruptible, qui oh ouais, je vous vois hein, dans le chat, hein, vous croyez pas, hein. Euh, on a aussi un spin-off voilà, qui s'appelle Incorruptible, qui là pour le coup voit un méchant qui essaie de faire le bien en luttant notamment contre le plutonien et autres péripéties. Donc voilà, un bon titre et vraiment qui se concentre à fond sur ce genre de twist là. Donc voilà, on recommande aussi.
Moi, c'est pas à ça que je pense, hein. À chaque fois que je lis Plutonia, j'imagine à chaque fois le doc avec Marty McFly juste derrière, tu sais. C'est vrai, il y a un côté un petit peu, bah, le 2,1 gigawatts. Dans le convecteur temporel. Euh, Darty! Il faut que tu ailles voir ta mère. on avait dit pas les blagues un peu graveleuses. Ah ouais, je suis resté soft. Et Euh, c'est pas de moi, c'est les cassos. Ils sont c'est vrai, horribles. c'est vrai. Alors, on avait aussi, on l'a dit en début de partie, mais c'est vrai qu'on mettait pas les versions alternatives méchantes de personnages parce que ça nous paraissait trop simple, il y en aurait beaucoup trop, etc. Facile, ouais. On a mis quand même quelques entorses quand elles étaient justifiées. Et selon nous, voilà, Reed Richards de la Terre 1610, qui est la première version de l'univers Ultimate chez Marvel, qui deviendra par la suite, voilà, qui était Mister Fantastic, qui deviendra par la suite The Maker. On a décidé de le garder parce que c'est un personnage qui, malgré le fait que ce soit une version alternative, l'univers Ultimate était quand même un côté de l'univers Marvel quand même pendant longtemps, hein, qui a été développé. C'était pas juste 12 numéros et puis c'est plié, c'est resté quand même pendant une bonne quinzaine d'années quand même. Et puis ce personnage-là a encore aujourd'hui des conséquences à la fois sur l'univers 616, qui est l'univers principal de l'univers Marvel, mais qui aussi a un impact sur la nouvelle ligne Ultimate, qui est cette fois-ci non pas la Terre 1610, mais qui est la Terre 6160, donc 6160, qui est voilà la ligne Ultimate aujourd'hui, qui est en kiosque, etc., etc. Donc c'est un personnage qui a vraiment une importance et sur la continuité principale et sur l'univers Marvel de manière globale. Euh, et là aussi l'intérêt, s'il est dans le top, c'est que dans la sélection plutôt, c'est que voilà, on l'a vu pendant des années dans les 4 Fantastiques version Ultimate, on l'a vu combattre Doom, Magneto, voilà, dans le désastreux Ultimatum notamment, etc. etc. Donc voilà, on l'a vu pendant longtemps avec ses collègues, avec sa famille, etc. Et on l'a vu au fur et à mesure commencer à péter un câble, euh, à genre à buter sa famille, à attaquer Sue, à changer d'univers, à vouloir recréer son univers. Enfin voilà, on l'a vu vraiment, on a vu son cheminement pendant longtemps et avoir des conséquences vraiment sur la longue durée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a gardé malgré le fait que voilà, c'est une version parallèle et blablabla. Bla. Voilà, c'est typiquement un bon exemple de comment bien faire un truc multiversel et pas le gâcher. Donc voilà, pour le coup, Marvel a vraiment su l'utiliser comme il le faut. Et voilà, c'est quand même un changement d'allégeance qui a un minimum d'impact, voilà, parce qu'on l'a pas juste rencontré 2 secondes avant qu'il devienne méchant. Donc voilà, puis voilà, il a quand même, il a un look quand même aussi iconique. Alors pas forcément en tant que Mister Fantastique, mais en tant que Maker, voilà, avec son espèce de casque à la Xenomorph ou à la Freezer troisième forme, et avec sa cicatrice, enfin voilà. Il y a même des gens qui disent que si jamais ils adaptent ce personnage-là à l'écran, ils devraient le faire jouer par Miles Teller, qui est lui aussi un peu une version euh, qui a échoué quoi de ce personnage-là. Donc voilà, mais voilà, il a vraiment un look un minimum marquant, et ils l'ont bien Ça utilisé. défonce. Non, Donc mais voilà. franchement, les images sont vraiment incroyables. La tourne du personnage est assez folle. Et puis l'image à gauche, non, mais elle vend du rêve, Ouais, quoi. je sais plus, je crois que c'est Esad Ribic qui a dessiné cette case-là, parce que je pense que ça devient de Secret Wars. Et oui, il s'est bien dessiné quoi. Il a vraiment de quoi marquer avec les visages, ce dessinateur-là. Personnage suivant, Vif Argent. Bon, lui déjà de base c'est un peu compliqué, hein. C'est un personnage qui est déjà assez instable et de base en plus il n'était pas gentil. C'est un super vilain qui est devenu super héros gentil et qui est après redevenu pas très 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 fréquentable. Euh, bon, encore une fois déjà de base il est quand même assez instable. Il a pas mal de défauts. Il va faire quand même pas mal de mauvaises actions, des petites mais aussi des plus grosses. Parmi les plus conséquentes, il y a le fait qu'il soit responsable du génocide mutant à travers House of M. C'est pas lui qui l'a déclenché, mais c'est lui qui va clairement chuchoter à l'oreille de Wanda Maximoff afin qu'elle fasse le nécessaire. Je développe pas ce point, du coup, je le développerai tout à l'heure avec la sorcière rouge, puisque sans surprise, Tu veux on dire va parler qu'il... de Oui. la sorcière rouge tout à l'heure. Tu veux dire que Mais Vif Argent n'est responsable mais pas coupable. ouais,
Voilà, les petites références aux inconnus, évidemment. Les inconnus, ouais, effectivement, effectivement. Ouais, Il, c'est un peu le même principe. Après, ça n'en il est fait coupable. pas Il une est bonne coupable. personne et Non, non, encore moins un super-héros du coup. c'était pour la Ça, blague. Il est coupable. c'est clairement le voilà, voilà, voilà. Et au-delà de ça aussi, après justement la catastrophe de House of M, il a voulu quand même récupérer ses pouvoirs parce qu'il les avait perdus en volant les cristaux tératogènes aux Inhumains, les cristaux qui sont considérés comme étant sacrés là-bas. Et du coup, il s'est clairement mis la communauté des Inhumains à dos, alors que eux, justement, lui avaient ouvert leurs portes, il l'avait accueilli parmi les siens. Donc c'est vraiment en plus une trahison. Typiquement, c'est clairement pas ce qu'un super-héros est supposé faire. Et encore une fois, j'ai pris les deux exemples les plus marquants, on essaie d'aller à l'essentiel. Il y a bien d'autres exemples. Ils veulent qu'on parle d'économie et de droit finalement. Il faut qu'on arrête de parler de comics en fait. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on se diversifie, hein, clairement. C'est vrai que chaque jour, une nouvelle thématique, économie, ou droit, ou géographie, ou histoire. Euh, Surtout qu'il y avait du débat, hein, notamment quand j'ai dit que ça faisait pas très super-héros de rentrer dans la tête des gens et de modifier leur façon de penser. Il est là sur le chat, il était en oui, mode oui. oh, bof, Bon, c'est ouais, pas si bon, mal, mais c'est pas si mal. oui, bah, Ah, c'est pas dingue quand même, hein. bah, c'est ce qu'on débriefait une fois qu'on avait fait la conférence. On est plus sur enfin sur une autre conférence qu'on avait fait la veille, où on avait comics politique en approche, où vraiment la conférence qu'on avait fait la veille était quand même plus axée philosophie, grandes questions, etc. Et on utilisait les comics comme support. Et là, typiquement, le cas de retournement d'allégeance, en fonction de qu'est-ce que les gens ont fait, tu peux dire est-ce que c'est vraiment bien ou pas pour un héros de faire ça, parce qu'il y a un certain code moral, etc. Donc là, c'est aussi tout l'intérêt de ces histoires-là, hein, Bah, typiquement. c'est ça. Et puis, c'est un peu ce que je disais aussi dans le livre M42 ou lors de l'autre conférence. Les super-héros doivent se battre pour la justice. Ils doivent être clairement un modèle. Les gens doivent être amenés à changer. C'est comme ça que les super-héros gagnent. Mais si les super-vilains changent juste parce qu'ils ont foutu leur doigt dans les cerveaux de tout le monde, non, j'appelle pas ça inspirer les gens. C'est C'est pas une bonne clairement histoire. pas ce que les super-héros sont supposés faire. Ça peut être une bonne histoire, mais c'est pas très inspirant, quoi. Alors, voilà, et je suis d'accord qu'au final, le problème du super vilain est réglé, entre guillemets. Il devient une bonne personne. Oui, enfin, la manière avec laquelle c'est fait, encore une fois, la limite est largement passée là. Tu peux pas dire que tu es un super-héros si tu fais des mauvaises actions, quoi. Alors, est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur Ozymandias, du coup? Si, 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 vas-y, Ok, vas-y. ok. Bon, cette fois-ci, un titan, hein, voilà, de l'industrie avec Watchmen. Désolé de spoil évidemment pour ceux qui auraient regardé la vidéo, qui n'auraient pas lu ou vu le film Watchmen. Voilà, à la fin en fait c'est Ozymandias qui est le méchant. Bon, le comics a presque 40 ans, le film en a 15. Vous me pardonnerez s'il vous plaît, ne venez pas me péter les genoux chez moi. Euh, donc voilà, le récit de Watchmen, c'est une enquête au sein du milieu des super-héros de cette chronologie alternative, hein, où l'horloge de l'apocalypse est très très près de minuit, hein, donc on est vraiment très proche de la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'URSS. Euh, et en même temps, on a voilà un des anciens héros de ce monde-là qui se fait assassiner, et on a ses anciens collègues qui enquêtent sur sa mort pour découvrir qui tue les super-héros finalement. Entre-temps, les super-héros sont devenus hors-la-loi, donc évidemment ils agissent en dehors sans l'aide de la police, etc., etc. Et ils découvrent au final que c'est Ozymandias, donc leur ancien partenaire, hein, leur ancien collègue, qui a tué le comédien, car ce dernier avait découvert le grand complot d'Ozymandias, qui est de créer une menace commune et aux États-Unis et à l'URSS et au monde entier, hein, finalement, afin de leur faire réaliser que en fait on a un ennemi commun et on peut pas juste se balancer des bombes nucléaires dessus. Euh, et pour ça, ils décident de téléporter ou de larguer, je sais plus. En tout cas, de créer une espèce de poulpe avec des pouvoirs télépathiques au sein de New York. Euh, voilà.
Ce faisant, voilà, menace extradimensionnelle, etc. Et les peuples de la Terre se rendent compte que ah bah il y a une menace qui vient d'outre-monde, etc. Il faut qu'on s'unisse. C'était le plan. Le comédien l'a découvert et pour le faire taire, Ozymandias l'a tué. Voilà, énorme choc évidemment, surtout en 85-86 hein, quand le titre est sorti, ça se faisait d'avoir des personnages d'une complexité et d'un niveau de gris moral à ce point-là, c'était quand même pas très très courant. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'un des comics avec The Dark Knight Returns à avoir fait entrer les comics dans l'âge moderne. Hein. Voilà, juste avant on était dans l'âge de bronze. On passe dans l'âge moderne en milieu des années 80 avec voilà, Watchmen, The Dark Knight Returns, etc. etc. Donc voilà, gros choc pour l'époque. Et c'est vrai que voilà, et en plus il y a tout le côté de nos héros apprennent cette horrible vérité que la paix est basée sur un mensonge. Euh, et Rorschach, un des héros qui voit vraiment le monde, le noir, le blanc, voilà, très manichéen, préfère sacrifier cette paix pour la vérité. Et ben, il se fait tuer lui aussi pour protéger cette vérité. Donc voilà, on est vraiment sur, en plus de voilà, le choc d'Ozymandias, on est jusqu'à quel point on est prêt pour protéger une paix fragile. Hein, finalement, voilà, c'est toutes les questions que pose Watchmen. C'est compliqué, il n'y a pas forcément de bonnes réponses. C'est très compliqué, mais voilà, mais c'est aussi Je crois pas l'intérêt. qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Voilà, merci Otis de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Euh, voilà, lisez Watchmen. Notre petit préféré, Hal Jordan, lui aussi, il est passé du côté des méchants. Bon, l'histoire est assez connue, mais on ne s'en lasse pas. Alors, on va la répéter encore une fois. C'est une des conséquences, en fait, de la mort de Superman. C'est-à-dire qu'après la mort de Superman, vous avez le règne des Supermen. Et à l'issue de la fin de cet arc, de ce règne des Supermen, vous comprenez que les super vilains de ce récit sont au nombre de deux, Mongul et Cyborg Superman, qui fait genre jusque-là qu'il s'agit de Superman qui a survécu et qui a été robotisé pour pouvoir survivre convenablement. Bref, les deux super vilains réduisent Coast City en cendres. Donc notre antenne radio a été détruite et tout le tralala, hein, vraiment c'était une catastrophe. Et Al Jordan a pété un plomb puisqu'il s'agissait de sa ville. Si vous n'êtes pas trop Green Lantern, ça peut vous paraître un peu extrême parce que entre guillemets c'est juste sa ville. Non, non, mais c'est vraiment sa ville. C'est vraiment l'équivalent de Metropolis pour Superman et de Gotham City pour Batman. Donc lorsque la ville est détruite, est vraiment détruite, hein, c'est vraiment genre un trou comme un désert, quoi. Il va péter un plomb en fait et il va vouloir utiliser l'énergie de la batterie centrale, donc entre guillemets le pouvoir des Green Lanterns, pour reconstruire la ville. Le problème c'est que bah, bien évidemment c'est pas un acte de super-héros. Les super-héros, et notamment les Green Lantern, doivent agir de manière désintéressée. Ils doivent utiliser les pouvoirs pour faire le bien et non pas pour améliorer leur situation personnelle, même si c'est pour reconstruire une ville. Du coup, par rapport à ça, les gardiens ne sont pas d'accord avec son projet et ils vont mettre beaucoup de Green Lantern sur son chemin et Hal Jordan va les massacrer les uns après les autres. Ils vont finir comme ça dans l'espace complètement éclaté. C'est aussi comme ça que vous avez une des meilleures covers du monde avec Hal Jordan qui récupère tous les anneaux des membres des Green Lantern qui finit par éclater l'un après l'autre, quoi. Et il va donc tout faire pour essayer de remettre Coast City sur pied. Donc vous vous en doutez, ce n'était clairement pas une bonne décision. Il y a beaucoup de Green Lantern qui, ici, soit vont perdre la vie, soit vont être laissés pour morts. Ils vont former un groupe par la suite et s'appeler les Lanternes Perdues. Ils vont en vouloir pendant très 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 longtemps à Hal Jordan. Et cette situation ne sera résolue que au retour de Hal Jordan, lorsque Geoff Jones va être chargé par DC Comics de remettre Hal Jordan sur le devant de la scène. Dans ces cas-là, il va expliquer que, en fait, c'est l'entité Parallax qui avait pris le contrôle de Hal Jordan, que c'était pas vraiment lui qui avait pris toutes ces mauvaises décisions, mais tout ça, ça a été mis en place après. Donc, il s'agit clairement d'un retcon, puisque à l'époque, lorsque Hal Jordan a pété un plomb, c'était clairement dans la tête du scénariste Hal Jordan qui massacrait tout le monde. Ce n'était pas Parallax ou quelque chose comme ça qui était en train de prendre le contrôle du corps de Hal Jordan. Merci Matt pour la description très détaillée
du destin funeste des proches d'Al Jordan. Voilà, je cite, plus grillé que des merguez sur un barbecue de poivreau. Nice, Et tu vois, et j'essaie de débattre avec lui, c'est pas possible en fait. Pourquoi je débat? Faut que- Oui, Matt. tout à fait. C'est vrai que avant de mourir, il réallume le soleil. Bon, ça va. Mais bon, on parle pas de Zero Hour, Et c'est. ça, Non, c'est pas Zero Hour, je dis bêtise. d'ailleurs, je sais plus quand, c'est peut-être le mois prochain. Ou en tout cas, je l'ai vu passer. Il y a Final Night qui est Oui, bah voilà, carrément c'est fin en Final France Night. là Oui, bientôt. voilà. Ça arrive en France. Je sais plus quand, mais ça arrive enfin en France. Les À années se procurer obscures d'urgence. chez Green Lantern, hein, les années 90. Oh, waouh. Ouais, c'est obscur pour pas mal de monde. Euh, Oui, le retcon était légitime pour le coup. alors, En tout cas, ensuite. plus légitime que celui de Star Wars. Hein, n'est-ce pas, Attends, quel Martin? redcon? Ouais, l'homme de bien qui était ton père est mort, Ah donc je ouais, t'ai non pas mais tout ça à c'est fait marrant, menti. ça c'est marrant ça. Euh, Superboy Prime, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Le changement de sujet radical, tu sais. Bah, attention, sinon je vais devenir. Moi je suis un gars nerveux, hein, il faut pas me lancer, hein, parce que sinon. Ouais, mais comme quoi, c'est un point difficile. Moi, j'adore la trilogie originale de Star Wars, hein, mais ce point-là, c'est vraiment un peu. Moi j'aime bien parce que ça se voit clairement. Enfin, ça fait un peu genre Obi-Wan qui se fout de la gueule de Luke. Moi je trouve que ça me fait marrer, mais c'est vrai que c'est un peu facile. Écoute, il n'y a pas d'autre mot, il a clairement encu. En plus, c'est clairement. Oh, mais d'un certain point de vue, j'avais pas tort, non? Ouais, mais c'est ça! En mode, Mais moi ça me quoi, fait tu me marrer. crois pas? Non, mais Moi ça me fait marrer. il Moi le je. prend pour un. Non. Et même l'autre, il réagit bien, genre, d'un certain point de vue. Genre, tu me prends vraiment, mais vraiment pour Ouais. un con, quoi. Mais fais attention hein, parce que Mac le souligne, je fais de la muscu. Hein. Bon, ça se voit pas parce que j'ai Attends, un peu comme ça. Eh, attention, hein. Non, je confirme, ça se voit pas. Oh! En plus, tu m'as vu torse nu, donc tu pourrais Mais attester que. oui, je t'ai vu torse nu. Qu'est-ce que les gens vont imaginer? Et même Ah que je ouais. t'avais dit, ah, on dirait pas, mais oui, t'as un peu de muscle. Bon, j'irai pas jusque là, mais. Je m'entretiens, voilà, c'est important. Entretenez-vous. Ah, il faut bien, quand on est aux conférences, souvent on partage la chambre d'hôtel. Dans des lits séparés, s'il vous plaît. Mhm. Voilà, en tout bien et tout honneur, bien sûr. Voilà. Superboy Prime, donc, peut-être. Bon, après, je dis Euh... ça, mais à chaque fois que je suis aux toilettes, c'est qu'il est à côté, je tiens la porte comme ça parce que j'ai pas confiance. Ah ouais, on peut pas Non, la je fermer, plaisante. donc il se passe des choses bizarres. Superboy Prime, cas assez particulier, qui est plus intéressant par le message même du personnage que par son histoire, on va dire plus. Euh, Superboy Prime est donc un Clark Kent d'une autre réalité, autre entorse qu'on fait, mais qui là aussi, pour les mêmes raisons que pour The Maker, a une importance partout. Euh, c'est un Clark Kent d'une réalité alternative où il n'a pas de pouvoir et où Clark Kent est un personnage de comics, enfin Superman est un personnage de comics, etc., qui s'appelle aussi Clark Kent, etc., etc. Et pendant son adolescence, le Clark Kent de là-bas développe également des super pouvoirs, devient Superman, etc., etc. Durant l'événement Crisis on Infinite Earth en 86, je crois, euh, plein de réalités se font détruire par l'anti-moniteur pour ne devenir qu'une seule. Dis-moi, euh, Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Je suis obligé. Oh là là. Mais bon, bref. Euh, Toutes les réalités ne fusionnent que pour en devenir une seule. Évidemment, bah, plein de réalités passent à la trappe, dont celle de Superboy Prime, qui aide quand même à vaincre l'anti-monitor, il n'y a pas de souci. Il se fait quand même emprisonner dans une dimension de poche avec le Superman de l'âge d'or, sa femme, et Alexander Luthor de Terre 3, qui est un gentil. Et il reste dans cette dimension de poche pendant tous les de 85 jusqu'à 2006-2007 durant l'événement Infinite Crisis où là cette fois-ci l'unique réalité va se rediviser pour en redevenir plein ou 52 je sais plus, c'est compliqué les histoires de crise chez DC. Euh, où dans cet événement là on a le Alexander Luthor de la dimension de poche et le Superman enfin non c'est surtout le Alexander Luthor de la dimension de poche qui voilà veut réécrire le multivers, aidé notamment par Superboy Prime, qui au fur et à mesure de voir les événements de d'ici, de la continuité unique se dérouler à l'intérieur de la dimension de poche, il est en mode mais en fait cette réalité elle est horrible, ça devient de plus en plus sombre, les héros meurent.
Et ça reflète réellement ce qui se passait avec les comics d'ici à l'époque, hein. Des héros mouraient, ça devenait plus sombre, etc. etc. Et il décide donc voilà, de redémarrer les multiples réalités dans l'espoir de redémarrer sa réalité où tout était mieux, c'était voilà, hashtag c'était mieux avant, etc. etc. Et voilà, pour parvenir à cet objectif, évidemment, il va se mettre en travers de la route de plein de héros, etc. Il va se taper avec eux, il va finir par en tuer certains. Gros affrontements. Euh, les réalités vont finir par être rétablies. Ils vont finir évidemment par se débarrasser de Superboy Prime en l'emprisonnant au bout d'un moment. Mais ça, voilà, ça va être assez horrible. Il va être mis hors d'état de nuire une première fois. Il va revenir avec une armure. Voilà, c'est l'image qu'on voit à gauche. Armure stylée. Il est trop pété, etc. Il va quand même se faire réemprisonner. Et il finira plus tard par devenir un lieutenant du Sinestro Corps, etc., etc. L'intérêt du personnage dans le côté, c'est le changement d'allégeance, c'est qu'on l'a pas vraiment beaucoup connu le Superboy Prime. Voilà, c'était un Superman très mineur dans son importance. Mais c'est surtout aussi qu'il représente vraiment le côté bon et pur d'un Superman et de le voir basculer notamment avec l'état du DC Comics actuel. Il y a un très fort message méta, évidemment, et le fait qu'il ait contribué à Infinite Crisis a vraiment rendu le personnage beaucoup plus important qu'il n'était auparavant. Donc voilà, c'est un changement d'allégeance qui vraiment... c'est un peu comme si voilà le Superman de l'âge d'or, bien sous tout rapport, lui aussi devenait méchant. C'est un peu ce même genre de, de gravité en termes de changement, voilà, de passage au côté obscur. Voilà, on est sur le même ordre d'idée. Oui, Mac, j'ai pensé à la même blague, mais je l'ai pas faite. C'est pour ça que j'ai dit mineur dans son importance, parce que je sais qu'on allait me le faire remarquer. Vanda Maximoff, peut-être le personnage qui, en tant que super-héros, a fait le plus de conneries, clairement. Bon, déjà, comme je l'ai dit, elle est responsable, même si on lui a murmuré à l'oreille ce qu'il fallait faire. Elle est responsable de ce qui s'est passé dans House of M, donc notamment avec ces trois mots No More Mutants. Avec ces trois mots, elle a tout simplement orchestré le génocide mutant, hein, il n'y a pas d'autres mots. Au-delà du génocide mutant, il y a aussi plusieurs véritables morts qui sont survenues, puisque en fait tous les mutants ont perdu leur pouvoir en même temps, ce qui sous-entend que par exemple ceux qui étaient dans le ciel se sont écrasés. Donc génocide mutant, mais aussi quelques morts. Mais il y a eu beaucoup d'autres actions. On peut penser aussi à Avengers Disassembled, où vous avez carrément, par sa faute, l'homme-fourmi numéro 2 et Hawkeye qui perdent la vie. On peut penser aussi à l'attaque qu'elle avait orchestrée une fois. En fait, lorsqu'elle était avec Vision, à un moment, c'était devenu un peu compliqué parce que Vision, en fait, il changeait. Il y avait une autre personnalité, il changeait un peu de comportement. Donc, elle était en train de péter un plomb, elle devenait folle. Et du coup, elle a orchestré une attaque. Je raconte pas tous les détails, mais elle a orchestré une attaque contre les Avengers, une attaque durant laquelle Vision meurt. Donc, elle a aussi tué indirectement Vision. C'est un gros bordel. Elle a vraiment fait beaucoup de mauvaises actions et même si on avait dit que ça entrait pas en ligne de compte, on est un peu obligé d'en parler quand même. C'est aussi clairement un personnage qui s'est fait manipuler un nombre incalculable de fois, quoi. Enfin, quelquefois, on avait même l'impression que Marvel faisait un peu passer le personnage un peu pour une cruche au bout d'un moment. Enfin, on avait l'impression qu'elle gobait tout ce que les autres personnages lui disaient. Enfin, elle s'est vraiment fait manipuler beaucoup plus que la moyenne des autres personnages et du coup, ça, encore une fois, même si on n'est pas supposé en parler, ça rentre un peu en ligne de compte quand ça arrive autant de fois quand même, quoi. Donc clairement, peut-être le personnage qui a retourné sa cape, peut-être le plus souvent, mais en tout cas de manière le plus exceptionnelle. Dans le lot, il doit y avoir clairement Vanda Maximoff. C'est impossible de passer à côté. Non, Mac, on ne parlera pas des jumeaux Maximoff dans leur version Ultimate parce que... Euh... voilà. Allez voir, allez lire par vous-même, hein, c'est vraiment surprenant. Dans un bon sens, je ne sais pas, mais c'est vraiment surprenant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas les enfants de Magneto, c'est peut-être les enfants de Logan, on sait pas, peut-être. James, je crois, c'est dans l'univers Ultimate Wolverine, mais voilà quoi. Bizarre. Bizarre les frères et sœurs. Bizarre. Ah puis et puis c'est
Si je me souviens bien, c'est aussi elle qui avait violé quelqu'un. Je crois que c'était elle aussi. Là, je sais pas. J'avoue que peut-être, hein, mais je n'ai pas Vas-y, souvenir. je vais vérifier, vas-y, je vais vérifier pour. On termine. Oui, Matt, ils viennent du Nord. Euh, on termine cette sélection par voilà quand même un personnage iconique hein, du monde des comics avec Jean Grey. Voilà, pendant des Oui, elle années avait violé Wonder Man. C'était bien énorme. ça. Ah oui, mais oui, oui, c'est vrai que Il manquait vraiment plus que ça à son tableau, quoi, pour tout à fait, rendre tout le à fait. Ah, les personnage. comics, il se passe des choses dans les comics. Il se passe beaucoup de Ah, choses. Jean Grey, voilà, une personnage fondatrice hein, de l'équipe des X-Men, voilà, qui est là depuis le début. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années, peut-être un petit peu moins, au moment où elle finit par absorber la force Phoenix au cours d'une excursion dans l'espace. Elle devient plus puissante, etc. Elle devient le Phénix, blablabla. Et elle finit par se faire là aussi manipuler par le club Hellfire, le club des damnés en VF. ouais, il y a toujours Euh, des sacrés noms. voilà, tout à fait. Euh, et avec voilà, cette sorte de manipulation psychique mentale, elle finit par rompre son lien psychique avec Scott. Et ça l'a fait un peu péter un plomb. Et elle devient à ce moment-là le Phénix noir. Ouais, c'est vraiment la force Phoenix qui prend. Voilà, c'est elle, c'est la force qu'elle volant qui a le volant de la bagnole. Et elle contrôle le Jean, tout simplement. Oh, c'est beau ça. Vroom vroom loto. Euh, en pétant un câble, elle se décide bon, mais on va peut-être partir de la planète, hein, on va aller faire un tour dans l'espace. Et elle absorbe notamment le pouvoir d'un soleil, détruisant complètement le système en entier et faisant des milliards de victimes en conséquence. En termes de palmarès, on est pas mal. Elle finit aussi par péter un vaisseau Shi'ar, qui a son importance hein, quand même, hein, parce qu'on pourrait croire qu'en comparaison avec des milliards d'êtres vivants autour d'un soleil, péter juste un vaisseau spatial, c'est pas tant que ça. Euh, mais ça a son importance puisque elle finit quand même par être ramenée sur Terre. Xavier aide à établir des compartiments dans son esprit et à enfermer la force phénix dans un endroit pour que Jean revienne sur le devant de la scène, hein, pour que ce soit à nouveau elle. Mais elle se fait rattraper par les Shi'ar qui vont la placer elle et les X-Men dans une sorte de tournoi procès contre une équipe de choc des Shi'ar pour déterminer un peu de son sort finalement. Et durant ce tournoi-là, elle prend conscience en fait de la dangerosité de ses pouvoirs, hein, de sa puissance, et décide de se suicider tout simplement. Donc voilà, il faut savoir que voilà, la saga du Phénix Noir, encore un monument aujourd'hui, hein, c'est vraiment un moment clé des comics, en particulier chez Marvel. Euh, et c'était vraiment assez choquant pour l'époque, c'est avant Ozymandias et compagnie, hein, je crois que c'est fin 70, début 80. Euh, Au point même où voilà, certains lecteurs de chez Marvel sont vraiment pas du tout d'accord. Ça envoie des menaces, etc. Enfin voilà, les trucs typiques de fans de comics qui sont pas contents. Et ils sont tellement pas contents qu'on va leur donner raison au bout d'un moment. Et on va avoir le classique retcon, voilà, le changement rétroactif. Où en fait, c'était pas vraiment la Jean Grey qui est devenue Mais d'un certain point de vue, quoi. voilà, d'un certain point de vue, on peut pas vraiment dire que c'était Jean Grey parce qu'en fait, c'était la Force Phoenix elle est arrivée dans Jean, elle a créé un double et elle a mis le cocon de la Jean originale au fond d'un lac dans lequel s'est craché le jet de l'excursion spatiale. Donc en fait, Jean était dans un cocon au fond du lac et en attendant, ben, la Force Phoenix a fait un double de son cerveau, enfin de son esprit pour pouvoir agir comme Jean et prendre sa place. Et en fait, c'est elle qui a fait tous les mauvais trucs. Non, mais Donc en fait, la vraie c'était pas Jean, si con, mine de rien. Ça va, c'était pas si catastrophique. oui, mais c'est vraiment typiquement de. En Ça fait, restait mieux que l'homme de bien qui était ton père. Oui, j'y reviens, mais mine de rien, ça restait plus travaillé que ça, quoi. ça suffit la calomnie. Mais ça fait un peu. Ah, ben en fait, c'était pas vraiment elle depuis tout ce temps. Donc, en fait, aujourd'hui, ça paraît assez facile, mais c'est vrai que pour l'époque, c'était pas si. C'était un peu plus inédit qu'aujourd'hui, hein. Donc, c'est vrai que voilà. On l'a quand même mis parce que à la base, c'était vraiment pensé comme elle est devenue méchante, elle est devenue tarée. Mais bon, ça a été plus tard changé comme c'était pas vraiment elle. Je sais plus ce qu'on disait en conclusion.
Ça tourne beaucoup quand même, hein, ça change beaucoup d'allégeance, hein. En conclusion, bah, si, bah, ce qu'on avait dit, c'est que, bon, mine de rien, les comics, c'est un média qui dure depuis très longtemps et Mm. du coup, ben, pour certains personnages, ça fait très longtemps qu'ils existent. Il faut trouver des histoires pour divertir et bah, une bonne histoire, c'est pourquoi pas faire changer de camp un personnage. Clairement, ça apporte toujours une sérieuse dose de divertissement. Mais bah, voilà, dans le cadre d'un super-héros, ça sous-entend le faire passer du côté des super-vilains, même si c'est temporaire. Voilà. Et après ça, bah, souvent, tu as la fameuse quête de rédemption avant de pouvoir réutiliser véritablement le super-héros du côté du bien.